Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Et aujourd'hui, on va parler de la paresse. Notre société, et plus particulièrement les jeunes, est-elle rongée par la flemme? Ou est-ce tout simplement un changement de valeur? C'est la question qu'on va se poser avec nos invités. Ce sera en première partie d'émission. Je n'ai pas de frontières. Le dernier ouvrage de Cécile Elma Roger met en scène une relation singulière entre deux êtres que tout sépare, en tout cas sur le papier. On en parle avec elle en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Adrien Fontenot vous expliquera la polémique autour de la finale de la Star Academy. Mais avant cela, place à l'actualité avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ce drame en Eure-et-Loire et l'accident d'un bus scolaire. Une adolescente de 15 ans est décédée. Une quarantaine de personnes, dont 24 mineurs, ont également été blessées. L'accident a eu lieu ce matin sur la RN10 à Châteaudun, en Eure-et-Loire. Donc, les causes sont pour le moment inconnues, mais la préfecture du département indique que le bus scolaire est le seul véhicule impliqué dans l'accident. Le conducteur du car, âgé de 26 ans, est inconnu des services de police et a été testé positif aux stupéfiants. Un test salivaire qui ne permet pas de connaître la date et l'heure exacte de la prise des stupéfiants. On ne sait donc pas si le discernement de l'homme avait été altéré au moment où il était au volant. Des examens complémentaires vont être réalisés. Il a été placé en garde à vue. Autre élément que l'enquête va déterminer, l'état de la route. Une départementale sinueuse et bordée par un fossé dont la dangerosité avait été signalée par le maire de la commune, Fabien Verdier. Je le cite, malheureusement, les interventions n'ont pas eu lieu. Réaction de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. C'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris depuis Mayotte le décès d'une lycéenne de Châteaudun dans un accident de bus scolaire survenu ce matin, qui a également fait plusieurs blessés parmi les élèves transportés. J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. J'exprime tout mon soutien aux élèves et à la communauté éducative. Je suis avec attention l'évolution de l'état de santé des blessés. Je me rendrai auprès de la communauté scolaire du lycée Émile Zola lundi matin. Et on vous tiendra évidemment informé des suites de ce drame dans les prochains jours dans le Grand JT. Elisabeth Borne toujours, et la question de l'éducation sexuelle à l'école. C'est ce mercredi qu'était présenté son programme devant le Conseil supérieur de l'éducation. Il doit être mis en place à la rentrée prochaine dans tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Un sujet qui a fait débat, diviser la classe politique et les syndicats, notamment chez les plus conservateurs. Environ 150 amendements ont été déposés par les syndicats justement. Parmi les principales requêtes figure la place des parents, des adultes prévenus en amont de la tenue et du contenu de ces séances obligatoires. De quoi craindre un absentéisme des enfants de parents opposés à ce programme, ou encore des manifestations de certaines associations de parents d'élèves. Mais pour Vincent, professeur de SVT et membre du syndicat SNES-FSU, il s'agit avant tout d'un progrès. Tant qu'ils n'auront pas compris que c'est collectivement que l'on arrivera à faire face aux problèmes actuels, c'est-à-dire est-ce qu'on va laisser les enfants face aux réseaux sociaux? Est-ce qu'on veut que ce soit les réseaux sociaux qui expliquent à nos enfants la sexualité? Est-ce qu'on veut que ce soit le porno qui soit expliqué, enfin qui explique à nos enfants? Moi, je pense pas. Donc il faut une éducation à la sexualité, à la vie affective. C'est pas le porno et les réseaux sociaux qui vont expliquer le consentement, etc. Pour rappel, ce programme d'éducation à la vie affective et sexuelle sera tenu par des professeurs formés spécialement pour cet enseignement. Un programme qui prévoit 3 séances annuelles dans tous les établissements. Et l'enseignement, justement, on en parle dans cette étude de la Fondation de l'enfance qui s'inquiète du tout numérique à l'école. 61% des professeurs utilisent des outils numériques pour donner cours. C'est le résultat de cette enquête IFOP. Des tablettes connectées en cours, des devoirs récupérés sur Pronote ou d'autres plateformes en ligne. Autant d'écrans qui créent une dépendance chez les enfants. C'est ce que déplore Audrey Vinel, cofondatrice du collectif de lutte contre l'invasion numérique à l'école. Ça crée une obligation d'usage qui finit par faire croire qu'on ne peut rien faire sans avoir un écran. Ça normalise la surexposition. C'est grave et c'est contraire surtout à toutes les recommandations qu'il y a. Menée sur un échantillon de 601 parents et de 400 professeurs des écoles, l'enquête explique également que 63% des parents interrogés constatent que les écrans ont des effets négatifs sur leurs enfants. Nada, mère de 2 enfants, justement, connaît cette exposition à l'école. Alors à la maison, la télévision, ce n'est que le week-end. Ça peut les rendre vraiment passifs. Ce Mathéo, il a un vocabulaire très enrichi. Je vois vraiment la différence avec d'autres enfants un peu collés sur les téléphones de leur mère, oui.
Voilà, et quand les experts estiment que l'âge idéal pour équiper un enfant d'un écran est de 15 ans, près de la moitié des parents interrogés dans l'étude IFOP le situent entre 10 et 12 ans. Le numérique, tout un défi pour notre école, des enseignants et un secteur de l'éducation toujours dans la crainte des suppressions de postes. Ce matin, c'est le président du MEDEF qui avait son mot à dire. Patrick Martin a été l'invité de RTL, venu défendre logiquement le poids qui pèse sur les entreprises françaises. Le patron du MEDEF a aussi critiqué une mauvaise répartition de l'effort, cible de ses reproches, le service public et l'éducation. Quand on vient nous dire on ne peut pas supprimer 4000 emplois dans l'éducation nationale, plus d'un million de salariés, on va dire, agents et salariés à l'éducation nationale. Moi, j'observe qu'il y a 117 000 emplois qui ont été supprimés dans le secteur privé au 4e trimestre. Il y a vraiment de quoi. Donc vous dites que c'est le service public qui doit faire les efforts, il faut supprimer ces postes d'enseignants, c'est là-dessus qu'on s'entend, pas des postes de première ligne, on sait qu'il y a des postes d'enseignants vacants. C'est toute l'administration de l'administration qui est préservée dans cette affaire. Des entreprises qui souffrent selon le patron du MEDEF, mais des entreprises qui continuent de sortir de terre. L'INSEE a publié ces chiffres pour l'année 2024 et le nombre total d'entreprises créées sur les 12 derniers mois a tout de même augmenté de 5,7% par rapport à ceux de 2023. Au chapitre santé, un mot aussi de l'épidémie de grippe qui continue de sévir en France, particulièrement chez les jeunes. Elle circule cet hiver et à un niveau sans précédent depuis plusieurs années. Santé publique France s'en inquiète de plus en plus. Les derniers jours ont été marqués, je cite, par une activité exceptionnellement élevée chez les enfants. Chez les plus petits surtout, les hospitalisations sont particulièrement fréquentes. Pour les plus de 4 ans, environ 1/10 d'entre elles sont liées à la grippe, une proportion jamais vue ces dernières années. Au moins 91 mineurs sont actuellement en réanimation à cause du virus. Des hôpitaux qui sont nombreux à avoir déclenché le plan blanc pour mieux prendre en charge l'afflux de patients et une épidémie qui s'accélère plus généralement dans toutes les tranches d'âge à l'arrivée. Ce sont bien les adultes qui enregistrent une mortalité particulièrement élevée. La part des décès avec une mention de grippe parmi ceux certifiés électroniquement reste très élevée par rapport aux épidémies précédentes. 7% des morts sont associés à la grippe selon l'Agence de santé publique. Des décès qui touchent très majoritairement les plus de 65 ans selon les données préliminaires. Le vaccin n'est efficace qu'à 35% sur cette tranche d'âge. Avec cette vaccination au point mort et parfois inefficace, les médecins rappellent plus que jamais la nécessité de respecter les gestes barrières. On termine avec l'actualité internationale et ce combat mené par des familles et associations contre les lois anti-transgenres aux États-Unis. Dans l'Oklahoma, plus précisément, un État ultra-conservateur et un laboratoire pour Donald Trump et les expériences sont ciblées. Public visé, les personnes transgenres. Le nouveau président américain leur avait déjà interdit l'armée. Il compte désormais suspendre les financements publics des transitions de genre chez les mineurs. RPC, c'est son pseudonyme, né femme et aujourd'hui homme, en a fait les frais, je cite. L'armée n'est pas un endroit sûr pour les queers et les trans. J'ai des amis qui servent encore, mais ils ont peur d'être démasqués et expulsés. Le week-end dernier, j'ai eu une crise, j'ai tenté de me suicider. L'ami qui était avec moi a voulu appeler le numéro d'urgence réservé aux vétérans, mais je savais que ça ne servait absolument à rien de leur parler. C'est très dur de se dire qu'ils sont incapables de m'aider après tout ce que j'ai fait pour eux en tant que soldat. Un abandon clair et net de la communauté transgenre, une mise au banc de la société, avec également la fin de la prise en charge des traitements pour les transitions de jeunes, de genre, des mineurs, on l'a dit. Et ce n'est que le début du nouveau mandat de Donald Trump au pouvoir pour les 4 prochaines années. Alors c'est un autre sujet, un maigre lot de consolation pour les personnes transgenres, mais on rappelle que dans un peu plus d'un mois, le 3 mars, se tiendra la 97e cérémonie des Oscars. La France est très bien représentée avec la comédie musicale Emilia Pérez, signée Jacques Audiard. 13 nominations, un des films les plus nommés de l'histoire des Oscars et le plus nommé de tous les temps pour une production non anglophone, car la Sofia Gascon est aussi la première comédienne trans nommée dans la catégorie meilleure actrice. Peut-être, on l'espère, un joli pied de nez à la politique de Donald Trump. Et du coup, un discours très attendu sur place. Merci beaucoup, Adrien. La paresse serait-elle devenue une qualité plutôt qu'un défaut? C'est ce que pointe Olivier Babot dans son dernier ouvrage, L'ère de la flemme. Mais cette hypothèse pourrait aussi bien être contredite par un changement de valeur du côté des jeunes. On en parle tout de suite avec le psychologue Adrien Chignard et le président de l'Institut Sapiens, Olivier Babot. Pour en
en parler, je suis ravie d'accueillir Adrien Chignard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue du travail. Vous êtes également auteur de plusieurs livres. Le dernier, La petite goutte d'eau qui s'en voulait d'avoir fait déborder le vase, chez Fayard à l'édition. Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités, président fondateur de l'Institut Sapiens, auteur de ce bouquin L'ère de la flemme aux éditions Buchet-Chastel. Notre société est envahie par la technologie, on le sait, dont on dit qu'elle nous permettrait de gagner du temps. En tout cas, c'est souvent ce que l'on dit aujourd'hui, et notamment avec l'IA. Pour vous, elle est au contraire, Olivier Babot, dans une rupture avec la notion d'effort. Oui, il y a toujours de l'effort dans la société, mais il y a moins d'efforts qu'avant. Très exactement, je dis qu'il y a toutes les raisons qu'on avait de faire des efforts depuis des siècles et même des millénaires, qui étaient des raisons très fortes, très dures, pour des raisons civilisationnelles, de progrès technologique, d'évolution des mentalités. Toutes ces raisons sont tombées, qui fait qu'on a moins de raisons dans nos vies courantes de faire des efforts, et ça se transparaît dans le travail, mais aussi dans l'ensemble de la vie. C'est quoi l'effort ? On va peut-être le définir en 2 secondes. L'effort, c'est la mise à distance du plaisir immédiat. L'effort, c'est ce que ton moi de demain aimerait que ton moi d'aujourd'hui fasse. C'est une voie, c'est une voie à prendre aussi, c'est ça. En fait, c'est la différence entre l'actuel et l'idéal. C'est comment te changer pour te faire arriver à un autre état. En fait, c'est le plaisir d'aujourd'hui que tu vas économiser, un peu comme la consommation différée qui est de l'épargne. L'épargne, c'est la consommation différée, pour avoir un plaisir plus grand demain, et peut-être mieux qu'un plaisir, pour avoir une satisfaction, je dirais, et peut-être même un bonheur, en fait, plus grand. C'est ça, pour moi, l'effort fondamentalement. Une satisfaction par l'effort. Est-ce que c'est ce que vous relevez comme constat aussi, vous, Adrien Chignard? En fait, on pourrait dire déjà beaucoup de choses sur tout ce qui vient d'être dit. Ce que vous dites, Olivier, c'est qu'il y a 2 dimensions dans le bonheur, et psychologiquement, c'est ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'on a un bonheur qui a une composante hédonique, le kiff, le plaisir immédiat, un bon verre de vin, quelque chose qui nous fait plaisir, mais on voit bien qu'on ne peut pas passer notre temps à hyper consommer des plaisirs immédiats. C'est la raison pour laquelle la littérature scientifique a mis en lumière une 2e composante du bonheur qu'on appelle le bonheur eudémonique. Le sentiment de traverser notre vie, de cheminer dans la vie en cohérence avec nos valeurs et nos aspirations. Donc je partage cet aspect selon lequel effectivement il y a 2 composantes au bonheur. Cela étant dit, moi j'ai un regard qui est un petit peu différent aujourd'hui sur la façon dont on nourrit l'effort, parce que dans ce que vous dites, et c'est assez juste, on n'a plus les mêmes raisons de faire des efforts qu'il y a, on va dire, une quarantaine d'années. On est passé en 40 ans, et toutes les études de la DARES le montrent, des charges lourdes aux charges sourdes. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, vous regardez les motifs de consultation en situation de pathologie professionnelle. Il y a 40 ans, on venait pour des problèmes de peau ou pour des problèmes de dos. Parce qu'on était exposé, il fallait porter des sacs de ciment, il fallait être soumis à de l'exposition à des produits qui sont toxiques. Aujourd'hui, la quasi-totalité, plus de 2 tiers des raisons pour lesquelles on va consulter en pathologie professionnelle, c'est les problèmes liés au stress. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a mentalisé la société, ce en quoi je suis d'accord avec vous. On a plus d'écrans, plus d'IA, ce que vous disiez précédemment. Mais en fait, l'effort, il est beaucoup moins un effort physique, mais il est davantage un effort cognitif. Donc moi, j'accepte d'entendre l'idée selon laquelle on ferait moins d'efforts physiques, mais on fait davantage d'efforts cognitif. Alors là, c'est un vrai débat dans lequel on rentre tout de suite et qui est fort intéressant. Vous parlez dès le départ, et je comptais partir sur la technologie, mais je reviens directement sur la survie, qui est le premier chapitre de votre livre, L'ère de la flemme, parce que il s'ouvre sur la question de la survie avec ces mots. Du point de vue de nos aïeux, nous sommes aujourd'hui tous riches. Nous avons pris l'habitude d'un niveau de confort, de santé et de sécurité dont ils n'auraient pas rêvé. N'être riche peut être une malédiction. C'est en sorte ce qui nous arrive aujourd'hui, finalement. C'est ça, et ça rejoint un peu ce que disait Adrien Chignard. Oui, c'était le sens d'ailleurs du fameux discours de Solzhenitsyn à Harvard en 78, où il explique que, attention, en gros, le modèle de la société de consommation amollit. C'est paradoxal, le confort, c'est censé étymologiquement vous renforcer, et en fait, ça vous affaiblit d'une certaine façon. En fait, vous finissez par tenir pour acquis une prospérité qui est en fait le fruit d'efforts prodigieux qu'ont fait nos ancêtres et nos pères, et vous perdez un petit peu cette tension qui est celle de la volonté d'aller vers le présent jusqu'à quelque chose d'idéal, de plus loin. Vous vous contentez un peu de ce que vous avez. Alors c'est vrai, c'est le fameux essai Pleasures d'Aldous Huxley, celui du meilleur des mondes, qui dit voilà, où il y a des plaisirs en gros bas de gamme et des plaisirs haut de gamme. C'était une idée qu'avait l'Antiquité depuis très longtemps. Eudaimon, c'est évidemment c'est le bonheur. Et donc il y a le démonisme et l'hédonisme, et très souvent on confond les deux, et on se rend compte que la somme des plaisirs ne fait malheureusement pas tout à fait le bonheur, et que les gens ne sont pas tellement paradoxalement plus heureux quand ils ont plus de biens matériels. C'est-à-dire qu'il faut évidemment d'autres choses. Mais l'effort comme nécessité à la civilisation, c'est en se dépassant qu'on se construit, c'est exactement ça en fait, parce que lorsque vous partez du principe, encore une fois, sur la notion de survie et la notion de richesse, certains vous répondront forcément, mais attendez, on n'est pas tous riches, ce qui n'est pas évidemment ce que vous dites, mais pour combien qu'on comprenne le riche point. Relativement au passé.
Personne n'a envie d'avoir la vie de Louis XIV. Si vous connaissez la réalité de la vie de Louis XIV, qui est une vie de souffrance, le rapport à la santé est quelque chose... On oublie la souffrance, en fait. On oublie comment vivaient nos pères. C'est ça, les conflits, les guerres. Les conflits, les guerres, le risque, les tickets de rationnement, le rapport à la santé. Jusqu'en 1880, votre enfant faisait une péritonite, 100% de mort. Oui. Il n'y avait absolument aucune façon de le sauver. On a oublié tout ça parce qu'il y a une amnésie du malheur, et c'est sans doute bon. Oui, bien Mais sûr. en fait, finalement, on finit par imaginer que tout ça est normal, et on ne se rend pas compte qu'autrefois la vie était prodigieusement difficile. Elle l'est encore aujourd'hui, mais d'une autre façon. Autrefois, la vie était difficile parce qu'il fallait surmonter des contraintes d'une vie très dure, avec la plupart des emplois qui vous brisaient le corps et parfois l'esprit aussi. Vous faisiez 12 heures à l'usine, enfin, je veux dire, votre truc, vous mourrez à 40, 50 ans, évidemment. Aujourd'hui, ce sont des travaux, et c'est quelqu'un comme Greber qui a pu le montrer, qui paradoxalement ne sont plus des travaux physiques difficiles, mais qui ont des travaux qui sont pénible par manque de sens, parce que vous n'êtes plus avec le consommateur final, vous n'êtes plus dans la situation de décision stratégique, donc vous êtes perdu dans un travail où vous ne voyez pas vraiment d'utilité. Et en fait, votre énergie, elle va être proportionnelle au sens que vous avez dans votre travail, c'est-à-dire à l'appel au sens que vous y trouvez. Quand Adrien Chenière parle justement du sens de l'effort cognitif, c'est peut-être là où il faut revenir. J'aimerais votre réponse par rapport à ce qu'il disait. Cet effort physique face à cet effort, versus cet effort cognitif. Oui. Je pense que l'épuisement cognitif, mais c'est vous le spécialiste, mais il va venir beaucoup d'un effort dont on sent qu'il ne vous enrichit pas, qu'il ne vous fait pas progresser, qu'il a une absence de sens, que votre travail lui-même ne sert à rien. C'est Proust qui remarque lui-même qu'on a tort de dire les gens n'ont pas l'effort, n'ont pas la capacité de faire, parce qu'on leur dit il faut écrire, parce qu'on lui suggérait il faut écrire de façon plus simple, plus courte. Mais il se rend pas compte. Ce qu'il dit, il dit très bien Proust, mais en fait quand on s'intéresse à quelque chose, on rend compte que la même personne qui avant avait l'air apathique, tout d'un coup a une énergie extraordinaire. Donc en fait, il ne faut pas essentialiser, comme on adore dire aujourd'hui, en disant les gens ont plus d'efforts, les gens ont plus de capacité de faire de l'effort, ou les gens sont paresseux. J'aime pas du tout ce terme. J'aime plutôt l'idée de flemme, qui est plutôt l'idée que sur le moment, on n'a pas envie de faire le pas. Et c'est le philosophe Alain qui dit le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Voilà. Mais pourquoi on veut s'y mettre ? Parce qu'on a un objectif, quelque chose vers quoi on est tendu. Et j'aime bien d'ailleurs cette comparaison. L'effort pour une vie, c'est comme la corde pour l'instrument de musique. Si elle tend trop, elle casse. Si elle tend pas assez, ça ne joue pas. L'effort, c'est ce qui permet juste de tendre et d'être à la bonne note. C'est en se dépassant qu'on se construit. Je pose la question à Olivier, mais je vous la pose à vous, Adrien. Alors, oui et non. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis en accord. Premièrement, cette notion selon laquelle on prend pour acquis les gains du passé. En psychologie, ça s'appelle l'habituation hédonique, comme une prime au travail, comme quelque chose. C'est-à-dire qu'au départ, c'est, on va dire, une sensation qui est agréable, et au bout d'un moment, elle devient la litanie quotidienne de ce que l'on connaît. On la prend plus pour quelque chose d'agréable. Ça, c'est de l'habituation hédonique. C'est quelque chose qu'on connaît bien en psychologie. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. J'ai écrit pour le Harvard Business Review il y a peu de temps cet article sur l'idée attention au dépassement de soi systématique, parce qu'effectivement, pour sortir de sa zone de confort, comme on l'entend régulièrement, encore faut-il en avoir une et en prendre soin. On a d'ailleurs prouvé que les plus audacieux sont ceux qui sont très sécures dans leur attachement à leur femme, à leur mari ou à leur employeur. C'est la raison qui va nous permettre d'être plus audacieux, d'aller prendre beaucoup plus de risques. Donc, par rapport à ce que vous disiez précédemment, notamment sur cette notion de flemme, moi, ce qui m'intéresse, c'est de contrebalancer un peu tout ce qu'on nous a appris sur la pyramide de Maslow. Parce que la pyramide de Maslow, elle est débunkée depuis les années 70-80. On lui préfère aujourd'hui un autre modèle en psychologie qu'on appelle les théories de l'autodétermination, qui pose une question, je trouve, qui est intéressante par rapport à ce que vous dites, Olivier, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on fait l'effort ? Moi, la question, c'est pas tant d'être spectateur du désespoir que de se dire, est-ce qu'on fait effectivement plus d'efforts ou pas qu'avant ? Il faudrait que je fasse d'abord le constat pour arriver effectivement après aux solutions. Enfin, allez-y, on y va. Il se veut résolument, et c'est la fin du livre, justement, vous nous donnez des pistes, en tout cas, des éléments, matière à réfléchir pour dépasser cette ère de la flemme, en tout cas que vous percevez. Je ne la perçois pas, mais personne ne croit ce qu'il voit, on voit ce que l'on croit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui détermine l'effort. On sait aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue professionnel, mais on a élargi ça à d'autres sphères, qu'il y a des éléments qui permettent de structurer l'effort. Je prends un truc tout simple. 2016, on a une étude qui nous montre que l'effort professionnel, le coup de boost que tu te mets pour aller bosser, pour sortir de ta léthargie ou ta procrastination, ça dépend à 14% des primes trimestrielles,
Cuvacéal 2016, ça dépend à 61% de l'autonomie qu'on donne aux salariés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on va déterminer, comment on va donner les antécédents de la motivation, les antécédents de ce qui nous fait passer à l'acte, plutôt que de constater uniquement, effectivement, ce que ne vous faites pas. Je ne vous fais pas cette accusation-là, parce que la dernière partie du bouquin apporte des pistes. Mais pardon, excusez-moi, vous ne sentez pas aujourd'hui, peut-être les jeunes adultes, puisque vous êtes psychologue du travail, donc c'est pour après, hein, on parle ici évidemment beaucoup d'école, mais bon, pour les jeunes adultes, du moins, ou ceux qui arrivent dans le monde du travail, ce côté las, blasé, fatigué, le côté j'ai pas envie de trop de travailler, pour moi je privilégie d'abord et avant tout ma vie personnelle. Alors, je vais être un peu provoque, mais pour moi, la flemme, elle est dans celui qui porte ce regard-là. C'est-à-dire que c'est un regard qui est un regard un petit peu léthargique, qui n'a pas pris en considération la nécessité de questionner ses propres croyances. Là encore, on entend souvent, parce que médiatiquement, c'est facile, c'est du prêt-à-penser, de se dire la génération X, les millennials, ils sont comme ci, comme ça. Il y a quand même dans la littérature scientifique des méta-analyses, c'est-à-dire le niveau de preuve le plus haut, qui montre qu'à chaque fois qu'on prend un regard générationnel pour penser les rapports humains, la seule chose que l'on fait, c'est d'ancrer encore plus fort les stéréotypes liés à l'âge. Donc non, moi je ne vois absolument pas chez les jeunes d'aujourd'hui... Alors, je vais quand même préciser mon propos parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. On n'a pas le droit de dire en 2025 les générations X, Y, Z sont moins motivées que les générations d'avant ou sont plus centrées sur work-life balance. En revanche, on a le droit de dire, quel que soit leur âge, les salariés de 2025 n'ont pas les mêmes attentes que les salariés des années 80. Donc, ce qui fait que ça change, c'est pas le fait qu'on appartienne à une génération de jeunes ou d'âgés, c'est ce qui fait qu'on appartient à une société actuelle qui est caractérisée par d'autres fonctionnements, ce en quoi vous ne vous écartez pas tout à fait de ce que je raconte, parce que c'est ce que j'ai cru lire dans certaines parties de votre livre. Non, c'est exactement ce que je dis. Moi, d'ailleurs, je parle pas vraiment de génération Y, X, j'aime pas tous ces trucs. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis que j'ai écrit le livre, il y a énormément de gens qui m'écrivent en disant « Ah, vous avez raison, etc. » Donc, il y a des gens qui ressentent ça beaucoup. En fait, moi, je le sens pas tant que ça. Ce qui est vrai, c'est que je note qu'il y a un changement dans ce qui nous motive ou de ce qui nous fait bouger, ce qui nous meut, n'est-ce pas Jusqu'à il y a peu de temps, et je donne beaucoup d'exemples, c'est pas de mes grands-parents qui sont mon avis représentatif de leur époque. On n'avait pas la même exigence de ce qu'on appellerait le sens aujourd'hui. C'est-à-dire que avoir, et c'est la fameuse phrase de Peggy sur sa mère, la rempailleuse, et qui a toujours rempaillé, c'est que, en fait, le travail était en lui-même un sens. Avoir un travail, c'était avoir une place sociale, c'était une dignité, et donc, on poursuivait le travail et sa perfection en lui-même. Et aujourd'hui, en fait, ça ne suffit plus, parce qu'on ne voit pas pourquoi on le ferait. C'est aussi produit par l'industrialisation. Ça n'est plus un travail artisanal. Vous pensez vraiment que la notion de travail a perdu son sens ? Non, mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, les grands récits de sacrificiels, de la vie de sacrifice, où le travail, la souffrance est émancipateur, mais aussi la souffrance est rédemptrice et expiatrice. Tout ça lié évidemment à la religion et à la patrie. Tout ça, ça a disparu. C'est-à-dire que la prégnance de ces grands récits, mais qui est encore très fort il y a 3 générations, a totalement disparu. Autrefois, se faire plaisir n'était pas une catégorie. C'était même très honteux. Personne n'aurait avoué qu'on était là pour se faire plaisir. On était là pour... Oui, non, on était là. C'est un peu religieux quand même. Mais totalement, il faut se dire... Non, mais c'est historique en fait. Il y a peu de temps, en fait, ça a disparu il y a peu de temps. C'est ça bien mon idée. Il y a très peu de temps, en fait. Ça a fini par se dissiper au bout d'un moment. Il y a très peu de temps. Autrefois, on mettait son honneur dans être fidèle, dans le devoir, dans sa place sociale, dans la place sociale que donnait sa profession. Aujourd'hui, justement parce que de moins en moins, on a moins de profession, parfois on n'a même pas de métier, mais on a un emploi, mais évidemment, et c'est encore l'idée des bullshit jobs, c'est le fait que tu n'as plus d'identité à travers ton travail. Ça détruit naturellement ton rapport au travail. C'est pas parce que tu es moins bon ou que c'est naturel que du coup tu trouves ta motivation dans autre chose. Et donc quand ta motivation ne vient plus finalement de l'obéissance aux préceptes divins, de la fidélité à la patrie et de mourir pour elle, eh bien, il va venir, et c'est naturel, de la somme des plaisirs et des expériences que tu vas avoir dans la vie. Et ça, c'est assez éloigné du travail. Ça peut être le travail, mais fondamentalement, ce que tu partages sur Instagram, c'est autre chose. Ce qui va valoriser ta vie, ce qui vaudra ta vie le jour où tu rendras ton dernier soupir, ça sera la somme. Je dis pas que c'est honteux ou que c'est nul par rapport à avant, pas du tout, j'ai pas de jugement, je dis juste que malheureusement, ça peut porter à une vie qui, paradoxalement, va être vécu, comme le dit Huxley, dans des plaisirs bas de gamme, si vous voulez. Et donc, en fait, triste, parce que ce que je remarque dans mon bouquin, c'est que ça s'accompagne de plus de démotivation, d'augmentation de mal-être. C'est pas le travail, à mon avis, qui produit ce mal-être, c'est aussi, en fait, un vide téléologique, c'est une absence de sens. En réalité, c'est un constat qui a été fait depuis longtemps, c'est la consommation de masse. Certes, elle réjouit, mais au bout d'un moment, on s'en lasse, on la trouve normale, et elle ne permet pas de nourrir le besoin fondamental de quête de sens. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Vous partagez ce constat, le bonheur qui ne serait plus en fait réalisé ou réalisable par notamment le travail? En fait, je partage l'idée selon laquelle la consommation est devenue une consolation pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que... Au départ, c'est pour bouffer, c'est pour vivre. Tu étais vachement content tout d'un coup d'avoir vraiment de quoi manger. D'accord. Enfin, bon, je pense qu'il y a une différence. Je pense pré- et post-révolution industrielle et consommation de masse. Ça nécessairement, puisque l'abondance des produits n'est nécessairement pas la même aujourd'hui qu'hier. Ce que je partage d'un point de vue psychologique, moi je dirige un cabinet de conseil en prévention des risques psychosociaux, donc c'est quelque chose que je vois tous les jours, c'est cette notion selon laquelle tout projet, tout produit engage notre identité. Et en ça, je suis d'accord avec vous. Et ça s'appelle d'ailleurs en psychologie de la reconnaissance, ce qu'on appelle le jugement de beauté. On voit encore, moi, dans les grands groupes dans lesquels je travaille, celles et ceux qui ont encore un métier. Un métier, c'est-à-dire je suis tanneur pour des grands fabricants de sacs à main, je suis accastilleur pour des grands fabricants de bateaux. J'ai un contact avec... Pardon, mais je vous coupe, mais vous reprenez par exemple là l'exemple de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est très important, parce qu'on est dans une certaine tertiaire aujourd'hui. Et c'est là où tout se joue. Ah mais alors, ça c'est un autre sujet. Vous parlez du sens du travail. Il faut juste qu'on définisse un minimum pour savoir de quoi on parle. Il y a trois composantes du sens. Il y a le sens direction, c'est par où Paris. Le sens signification, je n'ai pas compris votre question. Le sens sensation, je passe un bon moment avec vous. Donc on a ces trois composantes du sens. La question c'est comment le travail aujourd'hui permet de nourrir. Alors le travail ou d'autres activités, mais on va parler du travail ici, permet de nourrir ces trois composantes du sens. Mais on peut trouver du sens à son travail quand on fait de la comptabilité fournisseur ou du marketing. Chacun, parce que le sens on ne le donne pas. C'est chacun qui le trouve en fonction de ce que met en place l'employeur pour que ça conserve justement du sens. Là où je partage votre question et votre argumentaire, c'est que celles et ceux qui aujourd'hui ne comprennent plus ce que l'on attend d'eux, celles et ceux pour lesquels le partage de la valeur est devenu tel qu'on ne se sent plus impliqué ni adhéré à un projet collectif et commun, n'oublions pas que le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est le soutien des pairs. Si on ne se sent pas appartenir à une communauté, si on est complètement anomique, dirait Durkheim, on est dans une position qui est particulièrement délicate. Donc on a cette question au travail du partage de la valeur, de ce qu'on va faire ensemble, et si effectivement on conserve du sens au travail, quel que soit son job, alors ça va nous protéger contre ce que vous dites. Alors deux questions, parce qu'il y a la notion d'individualité et non pas de personne, donc première réaction là-dessus. Et la deuxième, c'est par rapport effectivement à ce que vous dites sur la vocation du travail, parce que vous parlez quand même, pardon d'insister là-dessus, mais je trouve que c'est très important pour les vocations des jeunes. On le voit ici avec les enseignants, on parle de vocation quand on parle d'enseignant, et vous l'avez été. Et je crois aussi par rapport effectivement à ces métiers dont on dit les métiers d'artisanat, qui sont des métiers forcément de passion absolue. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi ça qui joue énormément dans cette notion d'effort et donc du coup de sens? Oui, alors il y a plein de littérature justement, sur l'éloge du carburateur, l'idée que même si tu as fait des études supérieures, tout d'un coup tu vas retrouver beaucoup plus d'intérêt, je dis même plus de sens, mais tu vas être motivé tout d'un coup par un travail qui lui va être beaucoup plus concret. Et c'est vrai qu'une économie tertiarisée en grande partie, avec des lignes hiérarchiques extrêmement grandes, va multiplier des emplois qui ne sont plus du tout du même ordre, et justement qui sont des emplois, qui sont de moins en moins des métiers, et qui sont même plus des professions. C'est-à-dire que peut-être la profession, c'est tu y es toute ta vie jusqu'à ton dernier souffle en fait. C'était ce que Baldassare Castiglione dit dans le livre du courtisan. Il dit et nous, gentilshommes, c'est-à-dire courtisans, donc gentilshommes, nous avons une grande chance, nous n'avons pas un métier, nous avons une profession. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est quelque chose qui te change ontologiquement et qui te sert aussi d'identité et autour duquel, je sais pas, comme un prêtre par exemple, voilà, et qui te change toute ta vie. En fait, c'est plus rare. C'est-à-dire que dans la somme des emplois, il y en a beaucoup, il y en a très peu en fait maintenant qui ont ce sens-là. C'était chargé de mission, peut-être chargé de produits. C'est des trucs qui vont pas suffire en fait à te. Alors tu peux quand même y trouver de l'intérêt. Il y a aussi un autre défaut, c'est qu'on a été beaucoup éduqué à l'idée que si ta société sauve pas le monde, si tu sauves pas le monde directement, si tu travailles pas dans un truc qui est en train de nourrir le monde, une ONG formidable, tu te dis je ne sers à rien. Mais là peut-être qu'il y a un peu de pédagogie de l'économie à faire. C'est quelqu'un qui fait des savonnettes bien, il participe au bonheur du monde. Je veux dire, il fait des savonnettes bien, il utilise des ressources pour faire un truc qui est utile aux gens. Et peut-être qu'il faudrait essayer de comprendre quelque part ton sens, il est parfois plus modeste en fait. Ça me permet de faire un pont sur l'élitisme. Vous dites l'élitisme est une qualité louangeuse, c'est devenu un reproche. Derrière cette flemme, il y a quelque chose de politique, on peut dire, un rejet aussi des élus.
Là, il y a un grand débat. On a 2 minutes. En fait, et voilà, hyper rapide. En fait, il y a une je fais réagir Adrien. Une critique très forte aux États-Unis, mais surtout en France, autour de la méritocratie. Méritocratie qui a été énormément, cassée en tant que concept, critiquée, détruite. Elle ne serait qu'une sorte de piège de la bourgeoisie pour justifier les inégalités et pour accuser. Et en fait, j'essaie de la défendre, de sauver la méritocratie qui n'est pas parfaite. Le fait même que l'idée d'élitisme soit devenue péjorative, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que l'élitisme, normalement, dans le cadre d'un élitisme choisi sur le mérite, sur l'utilité commune, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, c'est utile. C'est utile à la société et c'est bon. Et l'idée qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'élites ou que les élites sont illégitimes par essence est, à mon avis, extrêmement toxique pour la société parce qu'on ne sait pas quoi mettre à la place. Il n'y a pas un lien entre élite, justement, et politique? Pardon. C'est la différence entre la noblesse de robe et la noblesse d'épée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a hérité, ce qui fait toute la différence dans le sens qu'on va donner à tout ça. Par rapport à ce qu'on dit, ce que je trouve moins intéressant, c'est de se dire que le travail est très bon pour la santé et très bon pour la motivation. C'est les conditions dans lesquelles on l'exerce qui peuvent nuire à la santé, à la motivation et qui peuvent générer ce qu'on appelle un retrait de l'engagement, ce que vous appelez ce que vous appelez de la flemme. On retrouve aujourd'hui des métiers qui sont vocationnels, mais on en retrouve partout, même chez les vendeurs de savonnettes, et je partage ce point. Mais on a vu il y a quelques semaines un grand sondage qui nous dit qu'il y a une désertion des candidatures pour la fonction publique. Des métiers qui relèvent quand même de la chose commune, de la vocation. Bien faire, on va dire, quelque chose qui nous unit, qui fait qu'on fait société, c'est quelque chose d'important. Mais c'est pas parce que la mission du service public a perdu de son sens. C'est parce que les conditions dans lesquelles on peut exercer le métier d'enseignant, moi j'enseigne aussi à l'université en parallèle, je les ai vus, ça fait 16 ans que j'enseigne, se dégrader tellement que la plupart de mes collègues me disent « moi j'arrête et effectivement je vais faire autre chose parce que j'appelle de mes voeux une considération minimum pour la compétence qui est la mienne et la façon dont je l'exécute ». Donc là où je comprends mieux le sens de votre livre après vous avoir écouté, c'est cette dimension qu'effectivement on peut avoir aujourd'hui une minimisation de la dimension d'effort, mais ce qui m'interroge, c'est ce qui nous amène à avoir ça. Et je voudrais qu'on évite tous ensemble, et je reviens à mon cognitif, notre biais cognitif, qu'on appelle, nous, une erreur fondamentale d'attribution, qui serait de dire si aujourd'hui certains ou certaines font moins d'efforts, c'est parce que les gens sont intrinsèquement moins motivés. Non, il y a des conditions qui suscitent l'adhésion à des projets motivants. Je pourrais conclure en disant « oh, flemme ». C'est quand même le message de tous les jeunes aujourd'hui, parce que je dis « oh, flemme » parce qu'il faut qu'on coupe, parce qu'on n'a plus le temps. C'est vraiment un terme que les jeunes, mes enfants utilisent. Mais je sais, pas ça autrefois. Et on ne peut plus continuer à débattre, parce que c'est comme ça, on a un temps, il faut le respecter, madame, monsieur, voilà, c'est comme ça. Et je suis frustrée du coup. Mais merci beaucoup d'être venus tous les deux sur ce plateau. Adrien Chignard, vous êtes donc psychologue du travail, Olivier Babot, L'air de la flemme, plein d'autres choses aussi, professeur d'université, etc. Mais surtout, L'air de la flemme aux éditions Buchet-Chastel. Adrien, vous pouvez me rappeler le nom de votre livre, le titre de votre livre? La petite goutte d'eau qui s'en voulait d'avoir fait déborder le vase, chez Fayard. Et voilà, merci mille fois. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Cécile Elmar-Roger. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez nous parler de cet album « Je n'ai pas de frontières » publié chez Actease. Un album absolument remarquable. Un livre, donc un album donc jeunesse, évidemment, et qui parle du sujet de la migration, comme son titre l'indique, « Je n'ai pas de frontières ». Pourquoi avoir décidé d'écrire sur ce sujet? Alors, à vrai dire, je ne serais pas sûre de dire que je l'ai décidé. J'ai une écriture assez intuitive et c'est assez rare que je décide franchement de mes sujets. Je me laisse porter parce que j'écris. Et généralement, c'est les personnages qui vont me souffler un peu de quoi il s'agit, et sincèrement. Et donc, en fait, le point de départ de l'écriture de cette histoire, c'était vraiment ce petit garçon qui, un jour d'ennui, observait autour de lui et découvre ce personnage qui, à l'origine, était une vieille dame. Puis ça a été changé après par cette jeune fille. Et c'est en lui parlant que j'ai découvert et que j'ai compris que cette jeune fille était une immigrée. Et je me suis laissée vraiment faire, en fait, par l'écriture. Donc, c'est pas une décision franche. C'est quelque chose que je comprends après.
Oui, c'est ce que j'ai perçu effectivement en lisant l'album. C'est aussi l'histoire d'une rencontre, tout simplement. Ouais. Et puis aussi de ce thème important, surtout, je trouve, en ce moment dans notre société, qui est l'indifférence. Oui. Souvent, on regarde de personnes que l'on croise dans la rue, qui sont assis, on ne sait pas s'ils sont là pour contempler, rêver, s'ils sont torturés ou dans la détresse. C'est vrai. Et c'est ce regard-là, en fait, que vous posez. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et vous dites en ce moment, et je suis d'accord que c'est vrai en ce moment, mais ça fait très longtemps. Et ce texte-là, à 8 ans, en âge d'écriture, il a mis beaucoup de temps à rencontrer sa maison. Ah oui. Pour plein de raisons. Et il se trouve qu'à cette époque-là, je vivais dans un quartier de Paris où il y avait beaucoup de tentes s'étaient installées par les enfants de Don Quichotte. C'était près du canal Saint-Martin. Je venais d'arriver à Paris moi-même et j'ai été bousculée comme l'enfant et confrontée à ça. Non pas que je le découvrais, mais je me posais vraiment la question de ce que pouvait être le quotidien et les histoires de ces gens-là. C'est pas du tout un lien direct avec l'écriture, mais je pense que ça infuse en fait, tout simplement, et qu'il y a des choses qui sortent après en nous, une fois qu'on écrit, des choses qu'on a vécues nous, qui ressortent à travers l'écriture, peut-être 2, 3, 4 ans plus tard. Puisque vous en parlez, je me permets cette question, mais est-ce que vous avez pu échanger avec ces personnes qui étaient dans les tentes, justement, à l'époque ? Non, mais je pense par timidité, je crois que j'aurais jamais osé à l'époque. Déjà, j'avais quelques années de moins. Et puis je suis d'accord avec vous, je pense que souvent, on aimerait... Moi je le ressens parfois, cette envie-là. Il m'arrive des fois de me dire, et si j'allais poser des questions à cette personne que je vois dans un parc régulièrement, cette autre personne qui est là assise. Et j'en ai sincèrement envie, et je ne suis pas toujours sûre d'oser. J'ai peur d'être intrusive, mais... Oui, c'est pas que la différence, effectivement. C'est aussi le fait d'être intrusive, le fait d'oser aller plus loin. Le courage aussi d'aller plus loin et de dire bonjour à des gens qu'on ne connaît pas. Vous démarrez, non pas l'album, d'ailleurs, l'écriture, mais c'était avant, justement. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette page qui se situe juste après. Voilà, la page de garde. L'enfant comme l'étincelle, petit par sa taille, grand par son pouvoir. C'est aussi ça que vous racontez. Hein. Oui. C'est le fait que l'enfance permet, justement, d'oser. Oui, absolument. Alors, cette phrase, pour rendre à César ce qui est à César, c'est celle de mon éditrice. Ça appartient à la collection, cette en-tête. Et si la collection s'appelle Rêver. C'est ça. Ouais. Et si, elle s'appelle Amaya, mon éditrice, et si elle a eu un coup de cœur, c'est parce que Amaya est très tournée vers la question de l'enfance, mais aussi dans le droit de l'enfant, plus largement le pouvoir de l'enfant et de l'enfance. Et oui, moi, à titre personnel, je crois vraiment qu'en tant qu'enfant, on a des capacités exceptionnelles, en fait, d'imagination, de curiosité, d'envie, d'espoir aussi, d'amitié, de confiance. Enfin, il y a vraiment tout qui parfois peut s'émietter avec la vie, avec les expériences. De main tendue et de sourire aussi, un sourire qui peut faire basculer une vie, et c'est le cas, c'est ce que vous racontez. Cette rencontre, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais peut-être que vous pouvez donc du coup en parler mieux que moi. Cette rencontre que l'on voit à travers l'illustration, par exemple, que l'on voit en premier, celle de Romain Lubière, on voit cette jeune fille qui est là sur les marches, et donc ce petit garçon qui est représenté évidemment dans une couleur complètement différente que l'on voit que l'illustration générale. Pour bien voir cette lumière qui s'opère entre les deux. Vous pouvez nous raconter la rencontre ? Eh bien, c'est un petit garçon qui s'ennuie, tout simplement, et il capte une voix, mais assez basse, qui marmonne, comme si cette voix racontait quelque chose. Et comme il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de spectacle, il se dit c'est une voix qui raconte aux arbres, aux pigeons, parce que les passants qui sont pressés ne s'arrêtent pas devant cette voix-là et cette fille-là. Et lui, ça va l'intriguer, donc il va simplement s'approcher et écouter. Écoutez, mais ce n'est pas la même langue. Et c'est pas la... Alors, je me suis pas du tout posé la question de la langue, figurez-vous. Ouais. Ils parlent ensemble dans l'album. Ouais. C'est peut-être pas la même langue, ça c'est vrai. Moi, je me posais cette question de se dire, c'est vrai qu'on le voit à travers, encore une fois, les illustrations de Romain Lubière, c'est qu'elle raconte finalement son village, son pays, sa vie, en fait, qu'elle a quitté. Et lui l'observe en rêvant aussi. Et donc, on imagine, évidemment, deux contrées complètement différentes. On a un peu l'impression quand même qu'on est dans deux pays différents, qui ne disent pas la même chose. Ah, mais complètement. Et cette barrière de la langue, effectivement... Ah ouais. Eh ben c'est drôle, vous êtes la première à me poser cette question, et figurez-vous que je ne me suis pas du tout posé cet interdit, et tant mieux, parce que maintenant que vous me le dites, la logique voudrait qu'ils ne parlent pas la même langue, je suis d'accord avec vous, et certainement qu'ils ne le parlent pas.
Alors je crois que c'est la langue de l'enfance et du cœur, on va dire ça comme ça, sans ironie d'ailleurs, je le pense sincèrement, parce que vous avez raison dans l'absolu, il ne devrait pas avoir à se comprendre et pourtant il se comprend. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi le plaisir d'écrire en jeunesse et comme vous l'avez vu, c'est pas du tout une écriture réaliste ni documentaire, c'est très onirique, c'est pas du tout frontal. Et donc, je pense que j'ai pas du tout fait cas de ce genre de barrière-là. C'est ça. Le côté très poétique permet effectivement de dépasser la barrière de la langue, de dépasser tous les interdits, de dépasser aussi les préjugés, ce qui malheureusement est très souvent le cas. C'est pas forcément volontaire, bien entendu, mais bon, malheureusement, on est bourré de préjugés. Et l'enfance permet de dépasser ça, bien entendu. On voit aussi à travers, encore une fois, cet album que je ne veux pas divulguer complètement, mais on sent aussi le drame. En l'occurrence d'un incendie qu'a vécu cette jeune fille, c'est aussi pouvoir redire à quel point ces enfants qui ont migré volontairement, involontairement, qui ont souvent fui en fait, fuient des choses tout à fait dramatiques, donc ont des histoires difficiles à partager. Oui, c'est tout à fait le cas. Et ça aussi, en fait, ça m'a été soufflé au fur et à mesure de l'écriture. J'avais pas du tout cet a priori-là au départ. Mais oui, effectivement, ce qu'on comprend dans le texte, c'est que la jeune fille arrive d'un pays en guerre, qu'elle a fui une maison et un environnement détruit, où il y avait des cris, où le sol était rouge. Et je trouve que, alors effectivement, l'histoire de cette jeune fille est dure. Et si l'écriture n'est pas frontale, les images de Romain, que je trouve personnellement superbes, arrivent à traduire avec force et symbolique, mais sans jamais de violence réellement, à traduire donc justement cette violence que pourtant la jeune fille a rencontrée. Je ne sais pas si on peut les voir effectivement, mais c'est vrai que c'est extrêmement fort. C'est très très fort et il y a un choix dans le graphisme, dans les couleurs, dans les symboliques encore une fois qui sont choisis dans les images. Ça raconte au-delà des mots et je trouve que l'association est très réussie avec le texte. Je suis très heureuse. Je ne le connais pas personnellement, Romain. J'espère le rencontrer un jour. Je suis très heureuse de son travail. Il faut là quand même. Là, vous avez quand même collaboré ensemble. En tout cas, ce duo fonctionne bien et c'est le duo justement qu'on trouve dans les albums jeunesse. C'est une volonté réelle pour vous d'écrire à la fois pour la jeunesse et en même temps des albums qui ne sont pas des romans mais qui sont toujours en lien avec la réalité. Oui, alors effectivement, c'est toujours en lien avec la réalité mais avec un petit pas à côté. Oui, le choix de l'écriture jeunesse, c'est un vrai choix. Parce que j'aime la liberté que ça donne. Je crois que c'est ce qui me vient naturellement, honnêtement. J'aime ça, moi aussi, en tant que lectrice. J'ai toujours été intéressée par l'édition. Et l'édition jeunesse en particulier. J'aime les formats, les papiers, les couleurs, les images. Je ne suis pas illustratrice moi-même, mais je suis une grande amoureuse des images. Et donc j'adore l'idée que mes textes soient illustrés. Et si ou quand j'écrirai pour les plus grands, j'aimerais beaucoup aussi que ce soit illustré, peut-être avec des romans graphiques. Mais j'ai toujours le besoin et l'envie d'un soutien de l'image. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Grand JT, Cécile Elmar-Roger. Donc cet album, Je n'ai pas de frontières, écrit avec Romain Lubière, enfin en tout cas illustré par Romain Lubière, et c'est aux éditions Attise. Merci mille fois d'être venue. On va tout de suite retrouver Adrien pour sa chronique. Adrien, dans votre chronique aujourd'hui, vous vous êtes intéressé à la Starac. Ouais, alors, que se passe-t-il ? Ça y est, le télécrochet a enfin rendu son verdict tant attendu le week-end dernier. C'est Marine qui l'a emporté face à Ebony. Une belle histoire quand on sait qu'en 2015, cette même Marine participait à The Voice Kids, un autre télécrochet de TF1. À l'époque, aucun des 4 coachs ne s'était retourné. Alors forcément, 10 ans plus tard, elle peut en profiter. Elle n'était peut-être pas prête à recevoir autant de soutien. Honnêtement, je me suis dit, bon, autant dans ma région, ça va être compliqué, autant à Paris, il n'y a personne qui va me calculer, ça va, les gens, ils ont l'habitude, ils font leur vie. En fait, non, je suis vraiment sortie 2 secondes, et même dans Paris. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, quand ils vous croisent ? Ils sont incroyables, ils me disent bravo, félicitations, ils me demandent, ou non d'ailleurs, une photo. Ils sont hyper gentils, franchement. Plus que sur les réseaux. Beaucoup plus, oui, ça fait plaisir, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens sur les réseaux, c'est pas les gens dans la vraie vie, et que ce qui compte, c'est pas tant la haine qu'on reçoit, c'est tout l'amour qui contrebalance tout ça. Parce que vous avez fait l'erreur, vous nous le disiez pendant la pub, vous avez fait l'erreur d'ouvrir les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, c'est vrai que... C'est très violent. C'est violent, toute la haine qu'on se prend. En fait, honnêtement, j'ai failli ne pas réussir à savourer ma victoire. On a failli presque me la voler, me
gâché, mais en fait après il suffit que je coupe tout ça, que je regarde en contrepartie de tout l'amour que je reçois sur mes réseaux, dans la vraie vie et tout, et au final je me rappelle que juste j'ai gagné en fait. Alors il y a ce résultat évidemment, mais Marine a commencé à l'évoquer, il y a aussi et bien sûr tout ce qui l'entoure, notamment les réseaux sociaux. Adrien, ça n'a pas été simple pour elle, comme pour une autre finaliste, Ebony. Ouais, chacune a ses groupies. Marine et Ebony l'ont bien vu tout au long de leur aventure, mais il y a aussi ce contrepoids de ses fans, les haters comme on les appelle, et parfois la haine va très loin, trop loin dans ce cas. Sur les réseaux sociaux, Ebony a été victime d'une vague de harcèlement et de racisme. Bonobo, négresse, singe, PUTE en orgasme. Voici tous les commentaires racistes et ultra violents qu'on peut lire sur Ebony, finaliste de la Star Academy, à un tel point que SOS Racisme a récemment décidé de porter plainte. Et il fallait à tout prix qu'on en parle parce que ce n'est pas juste de la bêtise des réseaux sociaux à prendre à la légère, c'est une haine bien précise qui touche automatiquement les femmes noires dès qu'elles sont mises en avant, et c'est le cas d'Ebony qui n'a que 20 ans et qui a juste voulu participer à une compétition de chant. Des commentaires qui ont un impact sur la jeune femme de 20 ans et aussi sur ses proches en Guadeloupe, d'où est originaire son père, lui-même artiste. Les fans de la chanteuse sont horrifiés. Écoutez ce témoignage recueilli par Guy Registe. Bon, 033, je ne peux pas la voir, cette guenon, espèce de singe monte dans ton arbre, retourne en Afrique. Enfin, il y avait de tout. Ebony est bourrée de talent et nous avons eu le sentiment qu'on lui reproche d'être noire et aussi talentueuse. Et ça, c'est carrément insupportable. Et comme le disait la journaliste et influenceuse Sally, Ebony n'est pas la première à subir de tels propos racistes dans l'industrie musicale. Aya Nakamura y est malheureusement habituée. Elle lui avait d'ailleurs apporté son soutien avec cette story sur son compte Instagram et un message, une star en devenir qui dérange. Plus récemment encore, l'élection Miss France et le sacre d'Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique, n'a pas échappé à sa vague de commentaires racistes. Pour Estelle Ndanjo, journaliste et spécialiste des questions de genre, c'est de la misogynie noire, contraction entre misogynie et noir. Un mélange entre le racisme et le sexisme, c'est en fait une discrimination qui est à l'intersection de ces deux discriminations. Mais en fait, on sent encore une fois un manque d'information autour du racisme, c'est-à-dire le fait de ne pas remettre ces attaques dans le contexte du racisme structurel. Les principales concernées, Adrien, comment elles l'ont vécu ? Déjà, heureusement qu'Ebony n'avait pas accès à son téléphone et à tous ses commentaires racistes pendant la durée de son parcours. Je l'ai appris en sortant du château. Heureusement, à l'intérieur, nous étions protégés. Aujourd'hui, je veux rester concentré sur mon art et ce n'est pas un sujet. Ma couleur de peau ne devrait pas faire de débat. Une version appuyée par Marine, la gagnante et amie d'Ebony. C'est horrible. Nous, on n'était pas du tout au courant de ça. On sort du château, on découvre ça... alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, en fait. Nous, on veut pas ça, et bien sûr, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je condamne toute forme de racisme envers Ebony et je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Et le message qu'Ebony aimerait faire passer va encore plus loin. C'est important que les fillettes de toute origine ou couleur de peau passent au-dessus des critiques. Il faut que tout le monde accepte les différences de l'autre. Elles ne doivent pas diviser, au contraire. Un racisme qui ne va pas que dans un sens. D'ailleurs, Marine, elle aussi, a été victime de publications haineuses sur les réseaux sociaux. Elle a juste gagné parce qu'elle est blanche ou Marine, sale blanche de merde. Voilà ce qu'on pouvait lire sur X. Autant d'exemples d'un racisme à ciel ouvert, totalement décomplexé. Mais derrière doivent suivre en contrepoids le soutien et surtout les condamnations. Après les plaintes déposées par la société de production Endemol fin décembre, puis par celle des associations SOS Racisme et la Maison des Potes cette semaine, le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris a ouvert une enquête. Les investigations sur ces propos discriminatoires proférés en ligne ont été confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Et bien sûr, le Grand JT est avec elle. Merci beaucoup, Adrien. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Et vous avez tenu une classe pendant 5 ans, enfin différentes classes, avec un déclic qui vous vient en 2015. Vous êtes à l'époque comédien, oui. Les choses fonctionnent, vous avez du travail, vous jouez. Oui, il y a les attentats. Et là, une petite musique qui commence à se faire entendre dans votre tête. Oui, c'est vraiment ça. C'est au moment de cette déflagration des attentats qui nous ont tous plus ou moins touchés de près, de loin ou de très près. Et où d'un coup, cette question du sens qu'on se pose comme ça à des moments particuliers de notre vie m'est apparu de façon un peu
primordial à ce moment-là. Et alors, il n'y avait pas de doute par rapport au sens de ce que je faisais sur un plateau de théâtre, mais j'ai eu besoin à ce moment-là d'autre chose et de me questionner là-dessus. Et c'est ce que j'allais vous demander, parce que typiquement les journalistes, pour certains du moins, mais ont été affectés, voire très affectés, notamment par Charlie, mais évidemment par le Bataclan aussi, mais bref, beaucoup se sont dit qu'il faudrait qu'on fasse notre part, mais c'est vrai pour la plupart d'entre nous, on s'est dit, tiens, on va aller faire des ateliers, certes dans les écoles, mais on reste journaliste, etc. Vous avez besoin de franchir le pas, de passer les concours et de vous dire non, j'y vais en responsabilité, je ne me contente pas de faire 3 ateliers. C'était ça. Et c'était aussi l'idée de ne pas arrêter mon métier d'acteur en même temps. Je ne voulais pas changer, me réorienter. C'est un métier qui est ma vie, que j'adore. Et donc, je voulais que tout ça puisse s'équilibrer ensemble. C'est un moment aussi où, dans les médias, où il était question assez fréquemment, je trouvais, on disait souvent... Les terroristes sont passés par l'école de la République. C'est quelque chose qui revenait assez fréquemment. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui s'y passe dans cette école ? Et j'ai eu envie d'aller voir. Qu'est-ce que ça fait, Ling? C'est quand même une très belle aventure familiale, d'abord. Oui, et puis surtout, Ling répond à une problématique qui est une problématique de plus en plus fréquente, qui touche toutes les classes sociales, qui touche la ville ou la ruralité. Donc c'est un problème qui est vraiment omniprésent aujourd'hui dans notre société. Et là, vous annonciez des chiffres. On a une enquête récemment en classe qui est sortie qui donnait 31% donc des jeunes lycéennes qui avaient eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Donc c'est bien plus que 1 sur 7 en fait. Ouais. Et une autre étude donnait 52% des jeunes qui développaient un trouble anxieux ou dépressif dans les 11-15 ans. Donc on est sur un phénomène qui est très grave. Nous, on l'a vécu en direct et on se rend compte en tant que parent à quel point on est démunis quand on est face à ces situations. On ne sait pas comment gérer ces situations parce que c'est juste pas simple à gérer en fait. On a peu d'accompagnement, on a peu de guidance et surtout le problème c'est qu'on intervient très tard, c'est-à-dire qu'on intervient une fois que le jeune est mal. Et ça c'est pas forcément la bonne méthode. Pour nous, on doit développer des axes de prévention, on doit être très proactif sur le bien-être et la santé mentale des jeunes. C'est dès le plus jeune âge, on leur parle de bien-être. On leur dit voilà, faites attention à vous. Vous disposez tous d'un capital santé mentale, vous devez en prendre soin, vous devez l'entretenir justement pour... Quand vous êtes confronté à des situations difficiles, que ça ne vienne pas perturber votre vie de manière profonde. Parce que vous avez des appuis, vous avez des piliers sur lesquels vous pouvez compter. Et Ling, c'est ça, c'est le lien entre le jeune et son entourage adulte qui doit l'aider, l'accompagner, le renforcer pour traverser des épreuves que tout jeune traverse et ça fait partie de la vie. Quelles sont les idées reçues que vous évoquiez tout à l'heure quant à la psychiatrie ? Alors, une des premières idées reçues, c'est que ce ne serait pas une vraie spécialité comme les autres spécialités médicales, alors qu'on s'occupe de patients qui ont besoin de diagnostics et de bons traitements adaptés. Donc, c'est d'abord expliquer en quoi notre médecine est essentiellement clinique. C'est aussi la perception qu'il n'y a peut-être pas assez de recherche, par exemple, ou qu'on est un peu isolé, alors que notre psychiatrie, notre discipline est profondément humaine. Elle s'intéresse aussi bien aux neurosciences, mais aussi aux sciences humaines. Donc, on est vraiment à la croisée de disciplines extrêmement riches sur le plan intellectuel et qui visent aussi à aider les patients dont on s'occupe. Et on a souvent une image un petit peu isolée de la pratique, alors qu'en fait, on est un métier en collaboration avec de nombreux métiers, psychologues, orthophonistes, infirmiers, enseignants en activité physique adaptée, pour ne citer que les plus récents. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin, et ce qui fait de notre métier. Et ça vient d'où cette image d'une filière isolée ? Eh bien, c'est sans doute des idées reçues qui datent depuis un peu, puis de ce qui est véhiculé aussi par les médias, par exemple, ou les films, ou certains supports culturels comme des livres qui ont des fois un peu la peau dure. Donc c'est vraiment l'ambition avec les Nuits de la psychiatrie de montrer la réalité du terrain d'aujourd'hui et pour déconstruire tout d'abord ces idées. Une classe, vous dites, rien n'est jamais acquis d'avance, rien n'est jamais gagné d'avance. C'est au fond comme de l'impro tout le temps. C'est ça, mais c'est ça qui a été passionnant en fait, dans la classe. C'est que tout est toujours nouveau en fait. Et puis on prévoit, on se dit bon là il va se passer ceci, il se passe jamais ça, jamais. Donc il y a un moment dans le spectacle où je raconte là les inférences, où on part, donc ce sont des petites phrases avec des questions simples, voilà, où les élèves répondent et on pense partir sur quelque chose de simple et en fait on est emmené ailleurs. Mais c'est ça qui est magnifique en fait, c'est qu'en effet c'est comme une forme d'improvisation.
situation et on rebondit et à partir de là, qu'est-ce qu'on arrive à construire en fait? Il y a de la comédie, il y a des moments anecdotiques, pas beaucoup mais quelques-uns quand même, et notamment le mot d'excuse, on l'a entendu dans l'extrait de la captation de la maman qui annonce que son enfant sera malade le vendredi suivant. Pour moi, ça a toujours été de l'ordre de la légende urbaine ce mot. Vous l'avez vraiment vu? Tout est vrai. Non. Tout est vrai. Tout ce qui est dans ma fille sera malade vendredi 23. C'était, alors je pense que aussi... C'était peut-être une maladresse, oui, vous voulez dire, elle a rendez-vous chez le médecin. Oui, c'est ça. Voilà, je pense par rapport à la tournure de la phrase. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce mot, et c'était, je sais pas, au bout d'un mois à peu près, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, mais je lui ai dit, mais quoi? Comment ça? Pour celles et ceux qui nous regardent, nous écoutent et ne savent pas forcément ce que fait Link, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette application? Alors Link, il y a deux côtés dans l'application. Il y a un côté pour les jeunes qui est vraiment une safe place qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Donc par exemple, ils vont avoir un calendrier émotionnel pour noter leur humeur, leur alimentation, leur fatigue tous les jours, garder un suivi vraiment de comment ils vont. Ils ont un journal intime, ils ont un compteur de sobriété pour les addictions. Il y en a beaucoup aujourd'hui, leurs addictions, que ce soit fumer, l'alcool, la scarification. Il y a énormément de jeunes qui sont face à ce genre d'addiction. Ouais. C'est des sortes de challenges, ils peuvent se fixer des objectifs sur l'application. Ils ont plein de fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser seuls au quotidien pour prendre soin d'eux. Et l'autre côté, c'est le côté pour les adultes de confiance. Du coup, on parle de parents, on parle donc de tantes, vraiment des adultes proches. Ce ne sont pas des inconnus, avec lesquels ils peuvent se connecter sur l'application. Et ils ont des fonctionnalités croisées ensemble. Donc par exemple, la mise en place de contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en psychologie et en psychiatrie, et même en soi dans les entreprises un peu partout. C'est chacun va prendre un engagement pour responsabiliser, on va dire, les deux parties et avoir les meilleurs résultats venant du jeune. Ils peuvent s'organiser des activités directement dans l'application. Le jeune peut aussi partager toutes les informations qu'il souhaite de sa safe place à son adulte de confiance. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, c'est ça. Et en fait, donc, par exemple, s'il veut partager son calendrier émotionnel à son adulte de confiance, il peut. D'accord. Il n'est pas obligé. C'est lui qui est maître de ces informations. Ouais. Donc vraiment, c'est recréer ce lien, on va dire, dans un premier temps, en le digitalisant, pour qu'après, il soit plus fluide dans la vraie vie. Quelle autre piste que ces nuits, effectivement, de la psychiatrie pour booster l'attractivité du métier? Eh bien, déjà, c'est de nous permettre d'être sur ce plateau et de nous poser des questions très simples. On espère convaincre nos compatriotes de l'intérêt. C'est peut-être aussi inviter les jeunes collégiens, les jeunes lycéens à s'inscrire dans les études de santé. On sait que de façon plus large, certaines filières sont un peu délaissées, mais ne sont pas moins importantes. Les filières, par exemple, de la pharmacie, des infirmiers, des kinés, pour dire que c'est des métiers qui sont absolument passionnants et qu'on peut s'occuper aussi de la santé mentale en étant étudiant en médecine et plus tard médecin généraliste, mais que c'est bien si on fait psychiatrie quand même. Et Anne, vous concernant, comment s'est fait votre choix? Comment est née votre vocation? Eh bien, tout simplement parce que mes parents travaillaient dans le milieu de la psychiatrie, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire. Exactement, j'ai fait médecine pour faire de la psychiatrie. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a été enchanté, eh bien, on n'est jamais désenchanté. Enfin, je parle pour mon cas personnel, puisque 90% des psychiatres qui sont depuis longtemps maintenant dans la profession referaient ce choix s'ils devaient repasser les ECN. Donc, ça veut dire quand même que ce choix, une fois qu'il est fait, il est quand même assumé et renouvelé régulièrement, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres spécialités. Donc, une fois qu'on est enchanté, on espère pouvoir le rester. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Adrien d'avoir été avec nous. Merci Virginie. Pour les infos et bien sûr pour tout le temps cette chronique merveilleuse et instructive. Je remercie également à la réalisation aujourd'hui Romain Luc, au son Thibaut Gorillafont, le maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée, ciao.